Ondelat raconte. Christophe Ondelat. Bonjour à tous. L'histoire de Romain, aujourd'hui. Romain Carlier, qui travaille dans les travaux publics et qui, un matin d'avril 2017, se retrouve par accident enseveli sous 7 tonnes de goudron brûlant. Il est grièvement brûlé et il va s'en sortir grâce à sa volonté, à sa force physique de rugbyman, à la solidarité formidable du monde du rugby et au savoir-faire inégalable du service des grands brûlés de l'hôpital militaire Percy près de Paris. Il raconte son histoire dans un livre qui paraît aux éditions Les Lumières de Lille. Ne sifflez pas la fin. J'y ai juste prêté ma voix. Je l'ai écrite avec Véronique Mériadec, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelat. Je m'appelle Romain Carlier. J'ai 27 ans. Le matin du 25 avril 2017, je me suis retrouvé presque mort, le corps brûlé, couché sur le sol. Ce que je vais vous confier, c'est mon histoire. J'aurais pu ne jamais vous la raconter. Et pourtant, contre toute attente, je suis bien là, debout, vivant. Avant l'accident, je suis, disons, un homme sans histoire, discret, tranquille, le gendre idéal. Je suis amoureux de Noémie. On n'est pas mariés, mais c'est ma femme, c'est mon âme sœur. À côté de ça, j'ai une passion, le rugby. Le rugby, c'est toute ma vie, depuis tout petit, depuis mes 7 ans. J'ai fait sport-études au collège, au lycée, et depuis, je suis resté fidèle à mon club, ma maison. Je suis arrière au RCC, le rugby club compiègnois. Je travaille, bien sûr, je suis intérimaire pour une entreprise qui fait des routes. En ce moment, on est en train de terminer le parking d'une maison de retraite, à Guiscard, dans l'Aisne. Encore quelques mètres d'enrobé à poser, et c'est fini. En général, on finit à la main, pas besoin de machine pour si peu. J'attrape une brouette, je la place au dos du camion, sous le goulet. Vas-y, lève la benne. Et j'attends. Le chauffeur enclenche la montée de la benne. Et là, j'entends un drôle de bruit, pas normal, comme si le crochet de sécurité avait cédé. D'instinct, je me retourne, je commence à courir, c'est trop tard. La goupille s'est effectivement détachée. La grande porte vient de s'ouvrir, les 2 bâtons s'écartent et libèrent le contenu intégral de la benne. Sur moi, 7 tonnes d'enrobé chauffé à 150 degrés, une avalanche brûlante. J'essaye de me dégager, je ne peux pas bouger d'un pouce. Mon corps est recouvert jusqu'aux épaules. Je hurle. Les gars, apportez des pelles, vite. Mes collègues tentent de me dégager à la pelle. Christophe, mon chef d'équipe, s'agenouille devant moi. Il creuse avec ses mains. Vite, j'ai mal. Je vais mourir. Je sens que c'est la fin. Je ne me sens plus vivant. Christophe attrape mon portable. Dans la poche de mon pantalon. Préviens ma femme. Fais-le tout de suite avant que le téléphone ne fonde. Il le fait. Je l'entends qui parle à Noémie. Christophe est toujours les genoux plongés dans l'enrobé. Il essaye de me soulever sous les aisselles 1 fois, 2 fois, 7 fois, 8 fois. Ça ne marche pas. Écoute, Christophe. On va faire le travail ensemble, ok? Je compte. À 3, on y va. 1, 2, 3. Et je pousse une dernière fois sur mes jambes. Et Christophe me tire sous les bras. Et ça y est, il est parvenu à me sortir de cet enfer. Il a réussi. Je suis vivant. Mes collègues me déshabillent. J'ai chaud. Mes jambes me font très mal. Je veux de la morphine. Le SAMU va arriver, t'inquiète pas. Allez chercher des bouteilles d'eau, vite. Il faut me refroidir le plus vite possible. Les collègues trouvent des bouteilles, ils font des allers-retours jusqu'au robinet et ils déversent des litres et des litres sur moi. Et moi, je ne sens rien.
De la fumée s'échappe de ma carcasse brûlante. Je suis en train de me consumer. Je suis en train de cuire sur place. Et là, mes yeux tombent sur ma main gauche. Elle est à vif. Ma peau se détache de mes doigts et glisse vers mon poignet. Les secours viennent d'arriver. De la morphine, s'il vous plaît. De la morphine. La morphine commence à produire son effet. Je commence à planer. Je ne gère plus rien. J'entends vaguement le bruit d'un hélicoptère. J'ai mal. J'ai toujours mal malgré le produit. Et puis, mon âme s'envole quand on m'installe dans l'hélico. Direction le service des grands brûlés de l'hôpital militaire de Percy, à Clamart, près de Paris. Le médecin m'a plongé dans un coma artificiel. Je ne sais pas si je suis vivant ou mort. Je me retrouve dans un tunnel très clair, qui s'ouvre là sur une grande lumière blanche. Je me sens incroyablement bien. Je n'ai plus mal. La lumière se rapproche. Ça y est, j'atteins le bout. Comme elle est belle, cette lumière. Elle est attirante, cette lumière. Et puis d'un coup, c'est le trou noir. Le tunnel a disparu, je suis dans le noir. Je pense que c'est à ce moment-là que je plonge dans le coma. Un coma dont je ne me réveillerai que dans 1 mois et demi. Mon enveloppe décharnée est livrée aux mains magiciennes des chirurgiens de l'hôpital Percy. Pendant 1 mois et demi, je vais subir une 20aine d'opérations. Et moi, je rêve. Je suis sur un bateau de croisière, avec Noémie. Un paradis. Cocktail, bronzage, piscine. On est à table et soudain, une violente secousse renverse mon verre de vin. Le bateau a commencé à couler. Nous plongeons dans la mer, la plage n'est pas loin, on arrive à la plage. J'ai perdu une chaussette. Elle doit être dans mon sac de voyage. Le bateau a coulé, je nage vers l'épave, je plonge, je tire mon sac hors de l'épave, je remonte à la surface, je retourne vers la terre. Noémie n'est plus là. Il n'y a plus personne. Je me retrouve complètement seul. Mai 2017. Depuis combien de temps suis-je endormi? De temps en temps, je me réveille entre 2 opérations et puis je repars. Mais est-ce que le monde extérieur se rend compte que je refais surface? Je ne le saurai que plus tard, en découvrant le journal que Noémie tient en mon absence. Mercredi 3 mai. Je suis arrivé dans ta chambre. Je te vois cligner des yeux. Je vais prévenir les médecins. Tu n'as pas donné signe de vie depuis l'accident, depuis 1 semaine déjà. Est-ce que tu es en train de te réveiller? Ils me disent que tu es seulement réactif aux machines, que tu ouvres les yeux sans être là. Samedi 6 mai. J'ai rendez-vous avec le chirurgien pour faire le point sur tes opérations. Tu en as déjà subi 4. Je crois qu'ils essayent de sauver tes jambes en remplaçant tes muscles par ceux qui n'ont pas été brûlés. Tu ouvres moins les yeux que la dernière fois. Mais tu as ressenti que j'étais là, dans ta chambre. C'est important que tu saches que je suis là. Dimanche 14 mai. Ça fait 2 semaines que l'accident s'est produit. Chaque opération m'angoisse. J'ai peur de voir le numéro de l'hôpital s'afficher sur mon portable. J'ai peur de l'annonce fatale. J'ouvre les yeux le 8 juin 2017, après 1 mois et demi de coma. Autour de moi, je vois des fils, beaucoup de fils partout, des câbles, des machines, du bruit. J'aimerais me retourner pour observer, je ne peux pas bouger. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Où sont mes jambes? Où sont mes bras? Je tente de bouger mes pieds, je ne sens rien. J'aimerais appeler à l'aide, aucun son ne sort de ma bouche, un tuyau m'empêche de parler. Et là je vois des infirmières accourir et puis des chirurgiens, ils tentent de m'expliquer. Vous avez eu un accident du travail, monsieur. Vous êtes à l'hôpital. On me parle, mais moi je ne peux pas répondre.
Et là, je commence à pleurer. Je pense à Noémie. Je regarde autour de moi. Elle n'est pas là. Mais bon sang, pourquoi est-ce que je ne peux pas bouger ? Les 4 nuits qui suivent mon réveil sont les plus longues de mon existence. Impossible de dormir. Tout ce bruit, ce sentiment d'oppression, ces jours qui ressemblent aux nuits, 4 nuits à attendre, c'est interminable. Au bout de 5 jours, enfin, je m'écroule. À mon réveil, j'ai soif. Putain, j'ai soif. Est-ce que tous ces gens qui sont autour ne peuvent pas comprendre que j'ai besoin d'eau ? Ça dure 2 semaines. 2 semaines sans que la moindre goutte d'eau ne vienne rafraîchir ma bouche. 2 semaines jusqu'à ce qu'on vienne me retirer ce tube, cette trachéotomie qui me transperce la gorge. Enfin libéré. Et 2 jours plus tard, je peux enfin parler. Je téléphone tout de suite à ma femme. « Coucou bébé !»« Romain, c'est toi ?»« Ne t'inquiète plus ma chérie. Tout va bien. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. » Je raccroche et je me tourne vers l'infirmière. « Dites-moi ce qui s'est réellement passé, s'il vous plaît. Et surtout ce que je n'ai plus. Le chirurgien va passer, monsieur. Il pourra répondre à vos questions. » Quand le chef de service débarque dans ma chambre, je lui pose tout de suite la question qui me hante. « Docteur, dites-moi, est-ce que je suis handicapé ? Est-ce que je pourrais rejouer au rugby ? » « Je ne sais pas, monsieur Carlier. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Vous avez été très sérieusement brûlé, hein. Au 3e degré sur les jambes, sur l'arrière des cuisses, sur les fesses, le bas du dos, l'abdomen et le dos de vos mains. Et au 2e degré sur le cou, le dos, le haut de votre abdomen et le bras gauche. C'est vraiment très grave, vous savez. Quand vous êtes arrivé, vos fonctions vitales étaient très instables. J'ai été greffé. Oui. Nous avons enlevé les parties les plus touchées et procédé en urgence à une greffe. Il fallait absolument assurer la vascularisation de vos organes pour vous maintenir en vie, tout simplement. Alors au début, nous vous avons greffé des tissus externes au vôtre et puis ensuite, nous avons enlevé la totalité de votre peau restée saine, la totalité. Essentiellement là, vous voyez, sur le thorax et sur le dos. Et nous avons procédé à ce qu'on appelle des autogreffes, mais nous n'avions pas suffisamment de peau pour tout recouvrir, et donc nous avons dû l'étirer, pour la déposer comme une sorte de filet, un filet très fin, sur les parties où nous avions retiré la peau brûlée. C'est une technique que nous utilisons très rarement, mais bon, je vous rassure, la cicatrisation va prendre du temps, mais vos tissus se reconstruisent. Je suis désolé, nous n'avons pas réussi à sauver votre annulaire et votre auriculaire de la main gauche. Nous avons été obligés de les amputer. Oh, si ce n'est que ça, je me débrouillerai bien sans ces doigts. Est-ce que je pourrais recourir, docteur ? Je vous le redis, c'est trop tôt. Nous avons dû également procéder à des greffes de vos muscles. Utiliser ceux des parties les moins touchées, comme par exemple les muscles de vos épaules, pour vous les greffer ensuite sur les parties inférieures. Je ne vous cache pas que je ne suis pas très optimiste pour vos jambes. Ça fait 2 fois que nous tentons une greffe de muscles. Pour l'instant, c'est sans succès. Nous allons tenter une 3e intervention demain matin, et ce sera la dernière. En cas d'échec, nous devrons vous amputer du pied gauche et, bon, peut-être un peu plus haut. Quand je me réveille, le lendemain après l'opération, la première chose que je regarde, c'est mon pied. Est-ce qu'il est toujours là ? Sous l'énorme couverture, impossible de le savoir. À ce moment-là, une aide-soignante me sourit. « Je vous rassure, monsieur Carlier, ils ont réussi. » Quel soulagement !
Mais je comprends vite que ça n'est que le début. À chaque fois que je bouge, une douleur terrible, terrible m'irradie. Je ne tiens que grâce aux antidouleurs et aux opiacés. Juillet 2017. Un mois que je suis réveillé. Ma mère est montée du sud. Ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. Quand je la revois, je pleure. J'ai besoin d'elle comme tous les bébés sans défense. Aujourd'hui, les infirmières m'ont fait passer une clé USB de la part de mon frère. Je me dis, ça doit être des vidéos des copains du rugby. Je glisse la clé dans un ordinateur. Ça ne sont pas mes copains. Ce sont des rugbymen que d'habitude je regarde à la télévision. Jules Plisson, François Trinduc, Mathieu Bastaro, tous les grands du rugby. Ils m'ont enregistré des messages. Courage Romain. On se voit bientôt sur le terrain, Romain. Et ce message de Vincent Moscato. Romain, je te soutiens. Je croise les doigts pour que tu te sortes, mon poulet. Et je souhaite que le bon Dieu soit avec toi. Je t'embrasse, Romain. Il y a aussi des photos des clubs de Biarritz, de Castres, d'Agen, des joueurs du Stade Français aussi. Ils tiennent un panneau. Courage, Romain. Comment se fait-il que ces gens pensent à moi? Moi, je suis une personne discrète, qui ne cherche pas à se mettre en avant. Je me doutais que mon histoire ferait le tour du club de Compiègne, mais là, ça vient de tout le pays. Quand j'ai terminé le visionnage, je m'effondre. J'éclate en sanglots. Mais ce sont des larmes de joie. Je dois prouver à tous ces gens qu'ils ont eu raison de prendre du temps pour m'adresser leur message. Je dois leur montrer que je peux me relever, qu'il est toujours possible de remonter par la force de la volonté. Je dois m'en sortir, je dois sortir d'ici. Le docteur Leclerc me dit, « Vous savez, vos qualités physiques vous en sauvez la vie, hein. Si vous n'étiez pas en bonne santé, jeune et athlétique, on n'aurait pas pu vous récupérer. Nous avions besoin de beaucoup de muscles pour reconstruire ceux de vos jambes. Votre masse musculaire, notamment sur la partie supérieure de votre corps, nous a permis de prélever en profondeur et donc de sauver vos jambes. Sans cela, honnêtement, vous seriez mort. » Mes journées dans ma chambre stérile à l'hôpital Percy sont interminables. La journée démarre à 3 heures du matin par une première piqûre antidouleur. La morphine et la kétamine sont devenus mes meilleurs amis. À 6 heures, arrive mon aide-soignant pour la toilette. Une toilette de chat. On ne me lave que le visage. Pour le reste, il faut m'anesthésier. Anesthésie générale. Tous les jours, on m'endort pour une grande douche ou pour une opération. Un matin, ils sont en train de décoller la peau brûlée que j'ai dans le dos. Je hurle. « Rendormez-le vite !» Août 2017. 4 mois que je suis là, 2 mois que je suis réveillé. Je me demande si je ne vais pas finir ma vie dans cette pièce. Je pose souvent la question de ma sortie. Ah mais Romain, c'est impossible de quitter l'hôpital, tant qu'il est nécessaire de vous anesthésier pour changer vos pansements. Depuis que je suis réveillé, je vis sous des pansements et des draps. Pour l'instant, je ne me suis jamais vu. Émilie, je peux me voir? Elle m'apporte un miroir. J'ai peur de regarder. Ouf, je suis soulagé. Je n'ai plus de cheveux, je n'ai plus de moustache, je n'ai plus de barbe, mais c'est moi. C'est bien moi. Je ne savais pas que mon visage n'avait pas été brûlé. Je n'avais jamais osé poser la question. J'avais trop peur de la réponse. Mi-août 2017. Ça y est, on commence à me parler de transfert en rééducation.
Mais la seule condition, c'est que je ne sois plus dépendant de l'anesthésie générale quotidienne pour changer mes pansements. La première fois qu'on me met dans un fauteuil, waouh! La douleur! Je transpire. Ensuite vient l'épreuve de la table de verticalité. Je ne peux pas me redresser. La table le fait à ma place. On me met sur la planche, on m'attache et on déplace la table en position verticale. Tous les jours un peu plus longtemps. J'ai la tête qui tourne. Mon cerveau n'est plus habitué. Un matin, je reçois la visite des gendarmes de Noyon qui enquêtent sur mon accident. Ils ont fait 120 km pour enregistrer ma plainte. Ils installent leur ordinateur, leur imprimante, ils posent leur ceinturon avec leur pistolet, leur menottes au pied du lit. Et à la fin, je ne peux pas tenir le stylo pour signer le PV, je fais une croix. Est-ce que c'est à cause de leur ceinturon, du clavier de leur ordinateur ou de leur imprimante, qui n'était pas assez désinfectée, en tout cas quelques heures après leur départ? La fièvre se met à monter. J'ai été infecté par une bactérie virulente que les gendarmes ont introduite dans ma chambre. Tous les 2 jours, le médecin change de traitement antibiotique. Je repars en arrière. Octobre 2017. Ça fait 6 mois que ma vie s'est arrêtée. L'infection est enfin vaincue. Monsieur Carlier, nous avons terminé les interventions, hein. La cicatrisation se passe bien. Vous allez être transféré dans un centre de rééducation, à Coubert, en Seine-et-Marne. Cependant, pour ça, il faut réussir à vous passer d'anesthésie pour changer les pansements. C'est toujours le même problème. Pour sortir, je dois donc me sevrer et affronter les pansements en restant éveillé. C'est une barrière psychologique en vérité. Pour la première fois, je vois ce qu'il y a sous mes pansements. Je vois ma peau brûlée. Je regarde ma main. Elle ressemble à tout sauf à une main. Elle est violette. Au bout de 30 secondes, je tourne la tête. Et le lendemain, je tiens 1 minute. Et chaque jour un peu plus. Il faut que j'aie le cœur bien accroché pour soutenir la vision de mon corps. Ça me prend aux tripes, mais c'est la clé de ma sortie. Fin novembre 2017. Depuis que je suis à Coubert, dans ce centre de rééducation, je suis assis dans un fauteuil, mais pour l'instant, je ne me suis jamais levé. Il me faut plusieurs semaines, avec l'aide des kinés, pour me redresser, lentement. Maintenant, on me lève 2 fois par jour. Et chaque jour, je tiens un peu plus. « 21 novembre 2017, 7 mois après mon accident. Ça y est, je marche. Je marche vers la liberté. Je marche vers l'avenir. Je marche vers ma nouvelle vie. » Je m'appelle Romain Carlier. J'ai bientôt 29 ans. J'ai gagné le plus beau des combats. Je suis un miraculé. Je suis prêt à débuter cette nouvelle vie dont je vais savourer chaque chapitre sans jamais chercher à sauter une seule page. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Romain Carlier qui, un matin d'avril 2017, se retrouve enseveli sous 7 tonnes de goudron brûlant, qui s'en sort grâce à sa volonté, à la solidarité du monde du rugby, au savoir-faire aussi du service des grands brûlés de l'hôpital militaire de Percy, près de Paris. Une histoire que j'ai tirée de son livre paru aux éditions Les Lumières de l'île, Ne sifflez pas la fin. Alors il faut terminer l'histoire, parce qu'elle n'est pas tout à fait finie. Vous aviez ce rêve de rejouer au rugby. Je vous ai vu marcher en entrant dans le studio, c'est pas pour tout de suite. Hein. Non, c'est pas pour tout de suite. Là. Ouais. Il y a beaucoup de travail à faire encore, mais on le fait. J'ai repris la séance, les séances de muscu il y a 1 mois, donc tout
Tout ce qui est proprio, endurance, cardio, on le travaille et pourquoi pas reprendre d'ici, je vais pas dire de 2 mois, mais d'ici quelques mois. Mais vous êtes entraîneur. C'est ça, le staff de Compiègne m'a demandé de venir, entraîner les 3 quarts vu que j'étais, Vous un étiez bon arrière. élément. J'étais un bon élément de l'équipe et j'étais arrière exactement. J'ai dit oui, j'ai fait, quelques entraînements, j'ai fait quelques matchs et ça m'a plu et l'année prochaine, je vais entraîner les plus jeunes, les moins de 18 ans, les juniors. Si vous deviez rester entraîneur et uniquement entraîneur, ça vous irait quand même? Non, Non. non, pas du tout, non. Mon objectif depuis que je suis réveillé à Percy, c'est de rejouer au rugby. Dans tous les cas, c'est mon objectif. C'est Même votre moteur, en fait. c'est ça, il faut avoir des objectifs et c'est celui-là et je le tiens vraiment à cœur Mmh. et je vais le réaliser, c'est sûr. D'accord. On peut pas évoquer ici l'hypothèse que ça ne se fasse jamais. Ah non, non. Non. D'accord, ok. Quelque chose sans doute que les gens ont compris à travers les lignes, puisque Noémie est très présente au début de l'histoire, et puis C'est ça. elle disparaît à un moment C'est donné. ça, petit à petit, elle a disparu, Elle a disparu. elle a disparu complètement de ma vie. Ça arrive souvent, ça. On m'avait prévenu à Percy que, à force de voir des visions de leurs compagnons, les compagnes ne supportaient plus la souffrance de leur conjoint, en fait. Et donc, ça s'est passé comme ça et elle s'est mise de côté pour moi pendant presque 2 ans et elle a voulu, vivre sa vie donc je respecte son choix dans tous les cas. Ça m'a rendu encore plus fort et je la remercie. Je vais pas la remercier si, je vais la remercier, mais je la remercie pour ça, quoi. Il faut Vraiment, reconstruire vraiment. autre chose, C'est ça. à partir de ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ça exactement. Moi, Mmh. vu que j'ai eu ma renaissance après le coma, Ouais. donc après, au début, quand on revient dans la vie active, on est un peu perdu parce que dans le centre de rééducation, on est dans un cocon, en fait. On est avec tous les grands brûlés, on voit pas ce qui se passe à l'extérieur, on n'a pas trop de nouvelles, donc on travaille beaucoup sur notre corps. Et quand on sort de là, on est lâché à la vie de tous les jours et c'est difficile de se reconstruire. Dans les premiers mois, j'étais que dans ma chambre, je pouvais pas sortir. En fait, c'est soi et les autres C'est ça, sont hors champ, quoi. c'est ça, C'est un combat trop puissant pour soi-même. Ouais, exactement. Heureusement que j'ai des bons amis et le rugby qui m'a entouré, qui m'ont aidé à surmonter cette épreuve encore. Un point technique, c'est un accident du travail. C'est Donc, ça exactement. il y a eu une enquête, on a vu que ces gendarmes sont venus prendre votre plainte à l'hôpital. Où en est-on de la recherche de responsabilité? Est-ce que c'est une faute humaine, au fond, ou est-ce que c'est une défaillance de matériel? Je sais pas encore, j'ai appelé il y a 2 semaines mon inspectrice du travail, elle venait juste de terminer l'enquête. Mmh. Et elle n'avait pas le droit de communiquer les raisons de l'accident, en fait. C'est important Excusez-moi. pour vous que soit établie la Oui. Ah responsabilité? oui, bien sûr. Ouais. Parce que ça a failli coûter ma vie, ça a transformé mon corps de A à Z, donc ouais, j'aimerais bien savoir du pourquoi, du comment ça s'est arrivé. Au passage, d'ailleurs, vos collègues, au moment de l'accident, ont le bon réflexe quand ils vous arrosent d'eau. Peut-être Oui. qu'on peut en profiter pour faire passer ce message. C'est exactement ça qu'il faut faire quand C'est ça. quelqu'un est grièvement brûlé. Hein. C'est ça, de l'eau et pas de dentifrice pour certaines personnes, mais que de l'eau. De l'eau. De l'eau et après, si c'est grave, Refroidir. Mmh. Et après, aller à l'hôpital si c'est grave, mais pas paniquer. Parlons de cet hôpital quand même, parce que dans votre malheur, vous avez une chance incroyable que de Compiègne, où il vous arrive cette histoire, enfin de la région de Compiègne, où il vous arrive cette histoire, on ait l'idée géniale de vous transférer dans le plus grand service de prise en charge des grands brûlés en France, qui est Percy, à Clamart, près de Paris. Vous avez conscience de ça? C'est un endroit absolument unique. C'est extraordinaire, c'est des chefs. Ils sont énormes au niveau des soins, de la rigueur. On m'a raconté que je devais aller à Lille au début, mais Ouais. que j'allais pas tenir le coup. Ouais. Donc ils ont appelé Percy, ils m'ont pris directement, en fait. Alors il faut C'est une chance. expliquer, hein, ce sont des militaires qui vous ont soigné. Hein. Exactement. De l'aide-soignante jusqu'aux médecins, ils ont des grades. C'est ça, exactement. Ce sont des soldats. La technique utilisée est assez fascinante. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, ils vous ont enlevé la totalité de la peau brûlée. La peau brûlée, exactement, et la peau saine. Toute la peau saine aussi vous a été retirée. Exactement. Et ensuite, ils ont étiré cette peau pour vous la recoller Dans une petite machine qui étale la peau. comme de la pâte à C'est ça. pizza, quoi. Exactement, comme pour faire des pâtes. C'est Ouais. ça.
Ouais. Après, moi, je l'ai pas vu ça. Moi, Oui, j'étais je m'en dans le doute. coma. Mmh. Est-ce qu'ils ont fabriqué de la peau pour vous? Parce que Non, il y c'est a un que, il hôpital y a que de ma peau. où Il y ils a que font de ma la peau. culture de Ouais, peau. c'est ça, Ils sont en exactement. pointe Ouais. dans Ils le sont monde. très très forts. Très très fort. La greffe de muscles, ça aussi c'est fascinant. Mm. C'est-à-dire aujourd'hui, les muscles qui vous permettent de marcher viennent tous de la... Du dos, des dorsaux, des pecs, des pectoraux, pardon. Ouais. Ouais, c'est extraordinaire. C'est... Et Sans ça, je serais encore en fauteuil roulant. Mais il vous manque pas en haut ces muscles du coup maintenant? Il manque que les dorsaux. Après, on a fait beaucoup de travail avec le centre de rééducation de Coubert Ouais. pour réapprendre des séances de muscu, les séances d'étirement et tout, pour retrouver cette souplesse et pour que cette peau s'arrête de tirer, de se recroqueviller. Mais vous saviez, vous, enfin moi je le savais pas, vous saviez qu'on pouvait greffer des muscles? Non, du tout. Non, C'est- non, je savais pas. Même de la peau, La peau, je savais. je savais pas du tout. J'étais pas du tout intéressé par le cas des grands brûlés, en fait. Ouais. Mais quand ça nous arrive, bah, là, on se pose des questions et on rentre dans le système, quoi. On apprend comment ça se passe, comment ça se fait. Et franchement, c'est beau, c'est intéressant. Alors vous racontez quelque chose que sans doute beaucoup de gens vont retenir, et vous n'êtes pas le premier à le raconter ici, vous racontez donc ce tunnel. Après l'accident, ce tunnel au bout duquel il y a une lumière, Mm. elle est belle, vous dites, cette Elle est lumière. belle. Elle est Et séduisante. ouais, elle est séduisante et elle est attirante surtout. C'est la mort. C'est la mort, exactement, c'est la mort. Mais plus on s'approche et moins on souffre. Quand je l'ai touché, quand mon bras il a traversé le portail, la lumière, Le bras traverse la le lumière. bras, ouais, j'avais aucune douleur, j'étais heureux, j'avais plus de problème, il n'y avait plus rien. Et en une demi-seconde, il y a quelque chose ou quelqu'un ou une force qui m'a tiré de là et je suis arrivé sur le bateau. Mais votre envie à vous, c'était d'aller de l'autre côté de la lumière. Ah oui, clairement, pour plus avoir mal. On est d'accord que avant que vous ne viviez cette expérience, vous n'aviez rien lu. On appelle ça les expériences de mort imminente. Vous n'aviez pas lu de livre. Non, C'était non, pas rien, votre dada. non, Vous n'aviez non, pas de du passion tout. pour ça. Non, 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 du tout. C'est incroyable. J'ai au moins raconté ici 3 histoires qui racontent exactement la même chose, avec les mêmes mots que vous. Vous avez donc vu la mort. Mm. C'est bien. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Je suis revenu de la mort, quoi. On m'a repoussé de la mort. Alors dans cette histoire, il y a une jolie histoire, c'est que vous êtes fâché avec votre maman, c'est pas très original. À 20 ans, il y a tout un tas de gens qui sont fâchés avec leurs parents. Depuis, vous l'avez retrouvée grâce à cet accident, C'est finalement. ça, exactement. On a créé des liens et tout. Et ça fait plaisir de retrouver sa maman. On s'appelle, on a une complicité comme avant. C'est très, très bien. Et même encore plus, une nouvelle complicité. Donc, c'est très, très bien. C'est plus fort, et ça, c'est une victoire pour le coup. C'est ça, c'est une belle victoire. Pour le coup, c'est grâce à ce qui vous est arrivé. C'est ça, c'est grâce. C'est pas facile à dire. Mais... Non, mais... Vous en voulez aux gendarmes qui ont introduit cette bactérie dans votre chambre stérile, parce qu'on est certain que c'est eux. Non, Ça s'est passé juste après, quoi. C'est juste après. Le jour, le lendemain, j'étais infecté, en fait. Que les symptômes de l'infection se sont manifestés, quoi. Donc, non, je leur en veux pas. Ils ne savaient pas, je pense, mais... Ouais, ça va. Il y a eu un petit point faible, là, du système. Ouais, c'est ça, ouais. Je me demande petite si faille. c'est pas parce que ce sont des militaires. Ah, Hein, peut-être. ils n'ont pas Faudrait voulu leur obéir aux autres militaires. Alors, la solidarité du monde du rugby, comment ça s'organise? Comment vous vous retrouvez avec, sur cette clé USB, des messages de vos héros, en vérité, Ouais, des stars de votre univers, mais que vous ne connaissez pas? Non, du tout. Donc, c'est tous les compères du rugby de Compiègne qui ont tous des connaissances un peu partout dans la France, qui ont envoyé des messages en disant on a un copain qui a eu un grave accident de travail, donc allez-y, soutenez-le, faites partager le message et tout. Et en fait, ça a fait boule de neige et ça a été en international. Wilkinson, Ah oui, il y a Bastaro, Wilkinson aussi, j'avais oublié quand même. C'est énormissime. C'est la star ultime. C'est la star ultime. Et il vous envoie un message. C'est ça, exactement. Hey, bonjour, c'est Romain, Non, il comment a tu parlé vas? en anglais. Il a parlé En en anglais, anglais, ouais, il a ok. parlé en anglais. Ouais. Donc, Et, non, et c'était bien. leur idée, c'est quoi? D'apporter de la force et de dire que
Le rugby, c'est une grande famille. Même quand on a un frère qui est blessé au combat, faut rien lâcher, il faut toujours être derrière lui, toujours le relever. Mmh. À sa façon. Là, la façon, c'était un message de soutien que mon frère l'a récolté sur une clé USB, mais ça m'a apporté Ça a été utile, ça a été utile. puissant, déterminant même. Une puissance de soutien comme ça, je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont vécu ça, mais c'est énormissime. Et ça Des va femmes- loin, parce que vous êtes donc dans ce centre de rééducation, et qui débarque dans votre piole? Damien Traille. Damien Traille, donc joueur du 15 de France, ancien du Biarritz, du Biarritz Olympique, une star lui aussi. Une star, Et il prend le temps d'aller en Seine-et-Marne. c'est ça. Pour venir me voir et de m'accompagner le temps d'une après-midi. Ça a été déterminant tout ça. Est-ce que ça se serait passé différemment s'il n'avait pas été là, en arrière-plan, tous ces gens-là? Je pense que j'aurais pas eu les épaules pour continuer. Parce que dans un accident comme ça, il faut être soutenu à fond. Faut pas être tout seul renfermé dans sa bulle. Mhm. En fait, faut prendre tout ce qu'il y a à prendre et vivre le jour au jour. Et après, normalement, ça devrait bien se passer. Mais il y a un après à cette histoire avec tous ces joueurs-là, c'est-à-dire, ils savent aujourd'hui que Ah vous oui. vous en êtes sortis, ils sont au courant de la suite de l'histoire? Ah oui, oui, on se tient aux nouvelles, on s'envoie quelques textos et tout. Dès que Damien il vient sur Compiègne, on se voit. Damien, c'est Damien Traille, oui. Ouais, Damien. D'accord. Traille. Il va à Compiègne. Ouais, Vous voir. Ouais, ouais. Pas pour me voir, mais pour s'il y a une invitation au club de rugby, bah on fait ça parce qu'il joue avec l'équipe vétéran Folkloon de Compiègne. Ouais. Donc la dernière fois on est parti à Lyon et voilà, c'était pas mal. Alors ça, c'est compliqué C'était parce que balèze. si vous n'étiez pas arrivé ça, vous n'auriez jamais rencontré tous ces gens-là. Vous n'auriez jamais été copain avec Damien Traille. Enfin, c'est peu probable. Oui, mais j'aurais toujours au rugby. C'est deux poids, deux mesures. Donc, Vous pensez que ça aurait pu se faire dans le foot, un truc pareil, ou c'est spécifique au rugby? Non, je pense que c'est spécifique au rugby. Pourquoi? Parce que quand on rentre sur le terrain, on est tous des frères. Qu'importe, on peut se mettre sur la gueule. À la fin, à la troisième mi-temps, on boit un coup tous ensemble. Hmm. On raconte nos exploits, on raconte les autres équipes, on raconte nos vies. Et après, le match retour, on se remet à jouer l'un contre l'autre et on rebat des coups après. Ouais. C'est comme ça. C'est... Il y a moins d'affrontements, moins d'enjeux autres qu'humains? Nous, après, le rugby, c'est vraiment du combat. Donc, si on est 15 combattants dans la même équipe. Donc, on doit être soutenus à gauche comme à droite. Donc, on est des frères et on avance tous ensemble dans la même direction pour gagner le match. Vous avez connu la douleur extrême, la souffrance extrême. Ce que vous racontez, que j'ai essayé de retranscrire, c'est pas évident parce que moi je ne la connais pas véritablement, cette douleur. Mais je suppose qu'elle laisse des traces quand même. C'est-à-dire, vous êtes un homme différent pour avoir connu ce que c'est que la douleur ultime. Mm. Elle est ultime, cette douleur. Allez, j'ai jamais autant souffert de ma vie. Faut pas le cacher. Mais on apprend à oublier la douleur. On vit avec, mais on apprend à l'oublier. Oui. Elle n'est pas restée comme un traumatisme pour vous? Non, au contraire. Je pense que c'est plutôt une force. Me dire que j'ai souffert, maintenant j'ai avancé, j'ai presque plus de douleur, mais je suis encore là, donc c'est pas grave. Il faut avancer même si on a de la douleur. Il y a une scène qui est très très forte, c'est le moment où vous demandez un miroir pour voir votre visage et vous dites que jusqu'à ce moment-là, qui se situe donc de 3 mois après votre accident, vous n'aviez jamais osé demander si vous étiez défiguré. Vous passiez les mains, vous ne pouviez pas les passer. Je pouvais pas, j'avais des orthèses, des pansements, je pouvais rien faire. Vous n'aviez pas osé. Non, j'avais pas osé, j'avais tellement peur de perdre mon identité en fait. Parce que le visage, c'est l'identité. Vous aviez peur qu'on vous dise oui, t'es défiguré. Ouais, clairement oui. Et en fait, c'est le seul point où on ne voit rien, c'est votre visage en vérité. C'est ça, exactement. C'est le seul endroit où tout est resté comme avant. La chance dans avant. mon malheur, comme on dit. J'étais vraiment content de prêter ma voix à votre histoire,
Romain Carlier, et je vous renvoie les uns et les autres à ce livre qui paraît aux éditions Les Lumières de Lille. Et quand je dis de Lille, c'est pas de l'île de la Réunion, c'est de Lille, la ville, hein, la grande capitale du Nord. Ne sifflez pas la fin. Le match de ma vie, signé Romain Carlier, coécrit avec Clémence Outéric, journaliste au Courrier Picard. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.